Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Et cette semaine, point d'anecdote, mais un départ, le mien. En effet, c'est à regret que je vous annonce mon dernier journal pour Canal D. Comme plusieurs avant moi, l'heure du départ est venue, et pour exprimer mon sentiment, je serai bref. C'est pas trop tôt. Plus sérieusement, j'aimerais remercier tout le monde pour cette année extrêmement intéressante et enrichissante au sein du journal. Mais pour ne pas m'attarder, je vous donne rendez-vous à la fin de cet hebdo. Et maintenant, place à l'actualité. Allez, tout de suite et sans plus élaborer, le sommaire de cette semaine. Tout d'abord, que diriez-vous d'une petite balade, mais numérique celle-là? À l'occasion des Journées du patrimoine, Résine Média nous a présenté son site mobile pour explorer le Draguignan médiéval. Une activité gratuite à découvrir en famille. Dans un second temps, direction les archives départementales du Var, où se tient la dernière exposition en date, Var en BD. Jusqu'au 3 novembre, l'établissement nous ouvre la porte sur l'histoire de notre région, de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Et enfin, retour sur le dernier épisode de notre série Totem, avec le portrait de Michael Croza, agriculteur et illustrateur établi à Ampus, du tracteur à la BD. Ce dernier nous explique son parcours et son travail à travers ses différentes œuvres et projets. Alors, pour commencer, Michael Croza, qui est-il? Au rythme des saisons, alliant ses deux passions, cet agriculteur s'est constitué une carrière de graphiste et d'illustrateur à travers de nombreuses BD ou affiches que vous avez peut-être déjà vu passer. Retour sur son travail en images dans ce reportage de Maureen Lannes, Cynthia Billeux et Kylian Rambourg. Bonjour Michael. Bonjour Maureen. Tu es agriculteur illustrateur, donc c'est un profil un peu atypique. Et aujourd'hui tu vas nous parler de ton travail d'illustrateur essentiellement. Déjà, depuis quand dessines-tu? Depuis tout petit. Depuis tout petit, je dessine beaucoup, mais j'en fais mon métier depuis 2010. D'accord. Et dans l'édition depuis 2016, je crois. D'accord. Ouais. Donc tu as fait une école de dessin, comment tu as commencé? C'était une école d'art appliqué. Oui. Donc c'était du graphisme, quoi. Oui. Donc on apprend à associer la typo, les textes à l'image, mais aussi l'édition, un peu d'illustration, du storyboard et tout ça. Donc après je suis parti vers l'illustration, mais ça m'a quand même servi, ça me sert toujours. Avant je mettais l'illustration au service du graphisme, maintenant c'est l'inverse. Voilà. Mais le graphisme, on a toujours un côté graphique dans sa tête, quoi, qui nous... Oui, quand on dessine, oui. En général, quand on dessine, on aime bien faire des lettres, faire du lettrage, englober son travail, le suivre. Voilà. Et donc, lorsque tu as fait ta formation, est-ce que tu savais déjà que tu reprendrais l'exploitation de tes parents? C'est ce que j'ai cru comprendre. Et que tu serais donc aussi agriculteur en parallèle. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu depuis longtemps ou ça s'est fait comme ça? Ah oui, depuis tout petit aussi. Quand j'étais petit, je voulais faire le paysan et de la bande dessinée. Et parce que moi j'ai repris, mais c'était mon grand-père du côté. J'ai repris, en fait, c'est passé de mon grand-père et de mon grand-oncle à moi. Il y a un des deux métiers qui prend le pas sur l'autre. Ça dépend des périodes. Comment tu arrives à gérer les deux? Ça dépend des périodes. Moi, mon équilibre, c'est moitié-moitié. Mais quand même, je regarde la météo pour commencer. Et il y a des périodes. Après, il y a des périodes de... Par exemple, en hiver, il y a une période d'olives. Il faut les ramasser quand c'est le moment. Le foin, c'est pareil, il faut le faire quand c'est le moment. Et puis après, quand les fruitiers, voilà, c'est un peu la nature qui commande, quoi. Comment tu as fait pour rencontrer des éditeurs, pour mettre en place des collaborations avec des auteurs? Parce que des fois, tu travailles avec un auteur qui lui fait les textes et toi, tu fais l'illustration. Comment ça s'est passé? Ça a démarré localement, avec un copain. On a fait un livre avec José Rubio, on a fait un livre sur les rues de Draguignan.
C'était des portraits de personnalités qui avaient donné leur nom aux rues. Après, ça a continué alors, localement et avec Jean-Luc Domège, qui est enfin, bien connu des amateurs de Provençal. Oui, oui, oui. Et donc lui, on a commencé avec un dictionnaire de latiné. Il lui fallait une maquette et des dessins. Donc on a fait un gros travail de 600 pages, là. Enfin, surtout lui, puisque ça faisait 30 ans qu'il travaillait dessus. Et après on a enchaîné, on fait à peu près un livre par an ensemble. Voilà. Donc c'est des petits livres de 5 ou 600 pages. Il ne sait pas faire moins. Alors, parallèlement, moi j'avais fait un concours dans le Puy-de-Dôme une année avec un petit livre qui s'appelait Paul à la poule. Donc qui n'a pas gagné, mais qui a été pris par un éditeur l'année d'après. Ce sont dans les 2 CF, c'est Marmaille et compagnie, donc Paul à la poulette. Il y a un autre livre qui a suivi. Après avec Pascal Coletta, qui était un copain qui m'a été présenté par Jean-Luc. Bon, maintenant on est compères, on a fait 3 bouquins ensemble. D'accord. Localement et de manière plus nationale, donc chez Beurre Salé, un bouquin qui s'appelle Ange et un autre qui s'appelle Tiburce pour la jeunesse, l'histoire d'un mouton. Voilà. D'accord. Journal d'un mouton. Et alors, est-ce que ça se passe à chaque fois de la même façon avec les auteurs? Est-ce qu'ils te donnent carte blanche? Est-ce que les dessins sont vraiment décidés avec l'auteur? Comment ça se passe? Alors en général, j'ai carte blanche, surtout quand c'est pressé. Mais sinon, je soumets quand même à un stade plus ou moins avancé les dessins, quoi. Et une fois que c'est validé, voilà, je mets on met au propre. Voilà. Tu as fait une résidence d'artiste. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors ça, c'était l'année dernière. Donc il y a eu un appel à candidature de la part du Parc du Verdon, Parc régional du Verdon, et du Plancher des Chèvres, une association de Bauduel qui fait toutes sortes d'activités, d'animations, festivals dans le Haut-Var. Et donc moi j'ai dessiné là-bas et à la médiathèque de Hops. J'ai développé un projet qui s'appelle Tony la Cigale, qui n'est pas encore sorti, mais qui est en cours. Donc c'est un album pour enfants ou c'est une BD? C'était une BD, ouais. Ouais, là c'était une BD. Enfin, le thème c'était la vie de village, donc moi j'ai imaginé un monde d'insectes dans un village du... Bon, c'est le Haut-Var, c'est ma documentation, c'est ici. D'accord. J'avais déjà sous le coup de ce projet, donc ça m'a permis de développer, ça a été l'occasion de développer. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères travailler seul sur tes propres projets de A à Z ou collaborer avec des auteurs? Les deux sont bien parce que j'ai de super expériences, j'ai des super souvenirs dans les deux cas. Avec, je sais pas, par exemple avec Jean-Luc, à chaque fois qu'on travaille ensemble, c'est super parce que moi j'en apprends plein et dans son côté universitaire, il est touchant parce qu'il a des thématiques sur la vieillesse, la mort, de vie, quoi, des métiers. Mais bon, c'est super intéressant et puis c'est touchant aussi. Pascal Coletta, avec Ange, il a fait un super texte sur la guerre, un paysan qui part à la guerre. Donc ça, c'était un boulot très prenant, quoi, parce que tu rentres dans le texte. Et donc ça, c'était super. Et après, d'autres boulots, Paul à la poule ou un petit volcan aussi pour le Puy-de-Dôme. Ça, vraiment, c'est des projets qui viennent tout seuls. Alors justement, quelles sont tes sources d'inspiration quand tu travailles seul? Quand tu dois tout trouver, en fait, le texte et le... Alors je cherche pas rarement à faire une histoire. Elle arrive. Et je la griffonne dans un coin, j'ai des carnets, j'en ai partout, des débuts d'histoire. Et petit à petit, il y a les mots, hop, ça se recoupe, et puis là, à un moment donné, je finis une histoire. Pour la poule, c'est venu complètement sur le tracteur. D'accord, voilà. C'est rigolo. Voilà, je faisais sur le tracteur, on fait
On y passe la journée des fois dessus et puis on fait toujours la même chose. Et donc on a l'esprit libre pour réfléchir. Voilà, à un moment donné, l'esprit il n'a plus besoin de concentrer, à moins qu'on attrape une pierre ou quoi, et qu'on pète quelque chose. Mais du coup, la tête, elle fonctionne toute seule et hop, là, il y a l'histoire. Et il y en a plein de projets qui ont été amorcés comme ça, tout seul, pendant des temps, des pauses du cerveau. Okay. Et donc j'ai cru comprendre que tu travailles de façon vraiment très traditionnelle. Tu n'utilises pas du tout d'ordinateur, c'est ça? Un petit peu par moment. Enfin, du début à la fin, comment tu procèdes en fait? Alors en général, ce que je préfère, c'est quand même dessiner à la main. Donc, crayon, après encre de Chine et à la plume. Ou alors maintenant j'ai une table lumineuse. C'est des outils super. Donc ça me permet d'avoir un rendu crayon. Voilà, que je ne pourrais pas gommer mes crayonnés si je n'avais pas cette table lumineuse. Donc je mets mon croquis sur ma planche lumineuse et je mets au propre sur un papier, un papier canson, enfin un papier final. Et une fois que c'est ancré ou cerné au crayon, voilà, je passe à l'aquarelle. J'aime bien la peinture à l'huile aussi. Si c'est du noir et blanc, c'est à la plume en général aussi, mais ça reste papier quoi, traditionnel. Bon, après il faut scanner et c'est là qu'on passe par l'ordinateur. Et sur quel projet tu travailles actuellement? Ou alors quels sont tes grands projets? Est-ce que tu as des grands projets en illustration qui te tiennent à cœur? Oui. Dans les carnets, là, j'ai vraiment des projets qui me tiennent à cœur. Mais en ce moment, je suis très pris par une bande dessinée qui me tient à cœur aussi. Là, je focalise dessus. C'est un travail avec un auteur? Ça, oui. Alors ça, c'est avec un scénariste, Pierre-Roland Saint-Dizier, qui m'a été présenté par un collègue aussi. Et donc il a bouche à oreille qui fonctionne en fait. Oui, oui. Oui, c'est vraiment les hasards et les rencontres quoi. J'ai rencontré Cédric Fernandez dans des ateliers à Alos et il m'a dit tiens, moi il y a mon scénariste qui cherche des dessinateurs pour des projets, c'est venu comme ça. Et donc il avait ce scénario qui était pris par un éditeur, Ankama, qui s'appelle Plein Ciel. Et donc c'est un univers qui m'est pas familier du tout. Ça se passe dans une cité grand ensemble à Mulhouse, dans les années 90. Donc voilà. Mais bon, ce qui m'a plu, c'était le côté village des immeubles, au final. C'est quartier populaire, du coup ça me plaît aussi. Tout plein de la diversité quoi, dans les habitants, entre voisins. Donc allez banco, j'ai dessiné depuis un an je dessine des immeubles et... À la suite, le Var en BD, l'exposition de l'archive départementale du Var, ouverte de 8h30 à 17h30 du mardi au vendredi, met en valeur notre passé grâce à la bande dessinée du professeur Gilbert Buty et du dessinateur Jean-Marie Cuzin. Nous sommes allés découvrir cet événement dans ce reportage de Sylvain Rosadini, Kylian Rambourg et Dylan Merlot. Les archives départementales du Var présentent jusqu'au 3 novembre l'exposition Le Var en BD, toute une histoire, qui allie le 9e art et l'histoire du département. Romain Julia, conservateur en chef du patrimoine, nous explique le rôle de la BD comme moyen de vulgarisation pour raconter l'histoire. La bande dessinée, le 9e art, c'est une porte d'entrée évidente pour l'histoire, très commode, très vulgarisatrice. On a tous feuilleté un album d'Astérix et pour la plupart d'entre nous, c'est la découverte du début de l'histoire de France, quelque part. Et on n'a fait que mettre nos pas dans cette initiative qui est présentée ici au public, qui rencontre un très grand succès tant auprès des grands que des plus jeunes. On l'a vu cet été avec des grands-parents qui, accompagnés de leurs petits-enfants, faisaient des ponts avec leurs propres souvenirs, que ce soit de manuels scolaires ou parfois d'acteurs de certaines époques, puisque nous allons jusqu'à la fin du XXe siècle. Et donc c'est un média effectivement très efficace et que nous sommes très heureux de présenter aux Varois aujourd'hui pour se réapproprier cette histoire du département. Basée sur le travail de Jean-Marie Cuzin et Gilbert Buty,
l'exposition met en parallèle les planches de la bande dessinée et des archives issues des collections du département. Les archives sont ici présentées aux côtés des planches de BD comme preuve, comme documentation historique. Elles permettent de justement montrer que les archives sont, comme on le dit souvent dans la profession, l'atelier de l'historien. C'est là où il trouve le matériel pour écrire l'histoire, documenter des événements, retrouver des témoins, des illustrations. Et le travail auquel aboutit cette bande dessinée est la plus belle démonstration de notre utilité qui parfois est injustement méconnue, de conservation de ce patrimoine écrit qui est à la disposition de tous, les historiens comme les néophytes, les grands comme les petits, pour découvrir justement où sont les sources de notre histoire et comment on peut connaître les différents événements qui ont jalonné les siècles jusqu'à nous. Dans le prolongement de cette exposition, un projet pédagogique a permis aux collégiens et lycéens d'exprimer leur créativité en collaboration avec Jean-Marie Cusin, en s'appuyant sur des reproductions d'archives qui témoignent d'événements parfois méconnus de l'histoire du Var. Une nouvelle exposition sera proposée au public pour commémorer l'année prochaine le 80e anniversaire du débarquement de Provence. Pour finir, revenons sur les journées du patrimoine de ce week-end, et notamment sur la balade numérique de l'équipe de Résine Média. Cette balade, directement disponible sur le site mobile, vous fait voyager à travers le temps et les rues. En effet, énigmes et jeux dont les réponses ne se trouvent qu'en visitant certains lieux vous attendent dans cette aventure dont l'ouverture s'est tenue ce samedi 16 septembre. Et si un jour on vous disait que c'était possible de voyager dans le temps ? Et encore mieux, dans un conte provençal. C'est ce que Résine Média nous a fait ressentir et vivre aux Journées européennes du patrimoine, en ayant à portée de main seulement une tablette ou un smartphone, et en démarrant cette balade numérique en un clic. La balade médiévale rentre dans un projet global des balades numériques. Les balades numériques sont un projet mandaté par la mairie. Nous sommes donc à notre 3e balade numérique, qui consiste à mettre en avant le patrimoine dracénois grâce à des sites et des applications mobiles. Dans le cadre de la balade médiévale, le projet est de mettre en avant le patrimoine dracénois à partir de 10 lieux emblématiques liés à l'époque médiévale. Notre équipe qui est là, qui peut vous montrer par la tablette, on a la tablette. Nous avons repéré donc 10 lieux qui partent du couvent des Cordeliers, qui est l'ancienne mairie, et qui se termine à la place aux Herbes, donc la porte romaine. Un voyage dans le temps pour découvrir Draguignan au Moyen-Âge. Le tout en aidant un personnage principal nommé Sibylle. On suit Sibylle, qui est une enquêtrice, qui a été mandatée par la mère du roi Louis IX pour savoir comment Draguignan est devenu une ville aussi riche à cette époque. Et donc, elle va rencontrer tout le long de son parcours des personnages emblématiques qui vont lui expliquer la ville de Draguignan. À chaque lieu, une thématique. Par exemple, à la maison du bourreau, il y aura la justice, à la tour de l'horloge, le pouvoir, et à l'entrée de la ville, tout simplement, les remparts, les fortifications de la ville. J'apprécie l'existence du parcours qui a été créé à l'initiative de la mairie et ça nous permet de visiter des lieux que l'on connaît depuis toujours mais dont on ne connaît pas véritablement l'utilité à l'époque médiévale, et l'application qui nous est proposée aujourd'hui nous permet d'avoir accès à toute cette information que nous n'avions pas jusqu'à présent. On est content de voir que notre travail il prend vie, tout marche bien, tout le monde est content, ça intéresse tout le monde, j'ai l'impression, et voilà, c'est cool. Une balade numérique intéressante à voir en réalité et surtout virtuellement grâce à ses reconstitutions 3D. Nous sommes basés sur des recherches historiques, des plans cadastraux et aussi notre interprétation. Pour rendre cela ludique et didacticiel, comme je disais tout à l'heure, on suit donc Sibylle qui mène son enquête. Elle se pose des questions sur la richesse de la ville, mais aussi elle a entendu parler de la légende du dragon. Sibylle, curieuse de nature, va rapidement rencontrer des personnages clés, et notamment un certain Viguier. Sibylle percera-t-elle les mystères de cette cité et de la fameuse légende du dragon ?
C'est un super projet qui nous a demandé 1 an et demi de travail, qui a permis de réunir plein de savoir-faire différents, avec une équipe variée et impliquée. Bras de dons pour qu'il s'occupe des gens pauvres. À Draguignan, il y a déjà 3 ordres mendiants. C'était très intéressant et très ludique. Étant donné qu'en plus on n'est pas d'ici, donc ça permet de découvrir beaucoup de points. En plus on peut les refaire après. Donc franchement c'est top. Voilà. À conseiller. Conseiller grandement. Un moment ludique et captivant pour les visiteurs de cette balade médiévale qui restera gravée dans leur smartphone. Et voilà, c'est la fin des actualités. Place maintenant au sport avec Adam. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Cette semaine, dans l'actualité sportive, nous débutons avec un reportage placé sous le joug du respect et du courage. Nous sommes allés à la rencontre de Julien Mérat, maître d'armes au sein de l'escrime dracénoise, là où fleurettistes, épéistes, sabreuses et sabreurs perfectionnent leurs touches. Un reportage de Mathieu Edinger. Alors bonjour, je m'appelle Julien Mérat, je suis le maître d'armes du cercle d'escrime dracénois. J'enseigne l'escrime à des jeunes de 3 ans et demi jusqu'à des anciens de 77 ans et plus. Voilà, on est dans une salle d'armes ici. On vient découvrir plusieurs pratiques qui est le sabre, l'épée et l'escrime santé avec des femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Voilà un petit peu la pratique de notre club. Alors pourquoi l'escrime? C'est vraiment arrivé par hasard. Hein. Tout petit, j'ai voulu aller en entraînement de foot et ça m'a pas plu. Et en retour, j'ai croisé un copain de l'école et il m'a dit je vais à l'escrime. Je l'ai suivi et je suis arrivé à l'escrime vraiment par hasard. Et pourquoi je suis devenu entraîneur? Parce que j'ai eu la fibre. Mais vraiment, j'ai aimé ça. J'ai un entraîneur qui m'a donné envie de faire ça. Et j'ai suivi son cursus et maintenant ça fait depuis 2012 que je suis entraîneur et j'en suis très content. Et je suis arrivé à Draguignan là il y a très peu de temps et voilà, je suis très heureux de pouvoir faire découvrir ma discipline à mes jeunes. Alors pourquoi l'escrime? Moi j'ai toujours voulu en faire, c'est mon premier sport et j'ai connu grâce aux Jeux Olympiques, ça m'a toujours passionné. Parce que j'ai toujours trouvé que c'était un beau sport et assez compétitif. J'ai toujours aimé la compétition aussi et voilà pour ça. J'ai fait les championnats de France moins de 15 ans. C'était en juin, c'est ça. Donc j'ai tiré en équipe et en individuel aussi. Donc en individuel, j'ai fini 74e, donc je ne saurais pas quelle place non plus. Et après en équipe, on a fait 3e en National 3 avec l'équipe de la région Sud. Et après ce que je prépare là, ça va être les premières compétitions, donc les circuits nationaux. Déjà circuit national à Dax, qui va être le 21 octobre. Et après il y a plein de régionales, de zones aussi, donc c'est des compétitions de la région Sud et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout simplement, voilà. Et des départementales aussi. Voilà. Oui, alors j'ai déjà fait 2 fois la fête des jeunes M15. Ça va être ma 3e année normalement cette année si je suis qualifiée. Et je compte en faire à l'avenir, j'espère. J'ai fait 3e de la catégorie F2 par équipe à la fête des jeunes l'année dernière. Et j'ai déjà gagné des compétitions départementales et régionales. Alors notre discipline est un sport très ludique, très facile à pratiquer à tout âge. On peut commencer très bien à 70 ans, il y a 0 souci. Hein. On part sur des éléments forts au niveau des muscles, mais on peut aussi très bien partir sur de la souplesse. Voilà. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de vitesse dans notre sport.
c'est très bien loisir, c'est très bien compétition. Je pratique les deux. On est là pour s'amuser avant tout et prendre du plaisir. Et bien sûr, aller chercher des médailles. Passons maintenant au handball. Le DVHB prolonge son bon début de saison avec une victoire 27-23, cette fois-ci à domicile, obtenue contre le PAUC samedi dernier. Avec un second bon résultat, le club se place provisoirement dans la partie haute du classement. Nous vous rappelons également que ce samedi, l'équipe sera en déplacement pour affronter le Phoenix Toulouse 2. À présent, du rugby. Après un premier résultat décevant et frustrant selon les mots de Nicolas Coudray, co-entraîneur, les joueurs auront une chance d'inverser la tendance. Le RCD accueillera ce dimanche après-midi l'équipe du Jacot Montpellier au stade Léo Lagrange pour le second match de la saison. Pour finir, un petit mot au plus près du cochonnet. Dimanche dernier se sont disputées les demi-finales et finales du championnat du VAR individuel au jeu provençal. Au terme de la finale, Sébastien Lassagne de l'ABC Draguignan remporte son 3e titre consécutif 13-10 face à Gilles Lassigal de l'Estang de Boulouris. Félicitations à notre champion pour cette nouvelle victoire. Nous vous informons également que dimanche à 14h30 aura lieu un match de 16e de finale de la Coupe de France de jeu provençal opposant la Voulte à l'ABC Draguignan dans son boulodrome. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous retrouverons vendredi prochain pour une nouvelle rubrique. À la semaine prochaine. Et maintenant, l'agenda de la semaine. Pour commencer à la Roque-Esclapon, se tiendra la 25e édition de la Fête de la Patate, ce dimanche 24 septembre. Ouvert de 9h à 18h, avec pour base la gastronomie des produits du terroir, venez découvrir la patate sous un jour nouveau. Et toujours ce dimanche, la seconde édition du Festif Salerne et Draisienne Cup se tiendra à Salerne. Un festival pour petits et grands où vous aurez la joie de vous initier à différents véhicules, de la Draisienne au sidecar, en passant par la trottinette et la mobilette. Et enfin, la semaine prochaine, mercredi 27, la 7e Forum de la mobilité internationale s'ouvrira ses portes au Parc Chabran. L'occasion d'obtenir toutes les informations concernant les plus-values d'un séjour à l'étranger. Et voilà, la fin de ce journal, le dernier. Et avant de vous quitter, je dois vous faire quelques révélations. La première étant que je ne suis pas réellement un humain présentateur de journal. La seconde étant que je soupçonne Ange, mon très cher encadrant, d'avoir découvert la vérité et d'avoir voulu me percer à jour à travers ses inspections minutieuses. Et la troisième étant que je pense que c'est la raison pour laquelle il a voulu me remplacer par quelqu'un de beaucoup plus compétent, froid et professionnel, qui est sûrement un cyborg. Méfiez-vous d'elle. Sur ce, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de la fantastique équipe de Canal D. Et maintenant, il est l'heure pour moi de retourner vers ma planète. Adieu.